Alors, salut à tous et je vous souhaite, n'est-ce pas, la bienvenue, vous qui accédez comme ça à cette vidéo. Nous allons nous intéresser à une épreuve du probatoire général série D et DI. Donc, nous allons traiter l'épreuve 0 du probatoire D et DI 2020. L'épreuve comporte deux grandes parties. D'après la nouvelle approche APC, approche par compétence. La première partie concerne l'évaluation des ressources. Dans cette partie, on aura 3 exercices à faire. La deuxième partie concerne l'évaluation des compétences. Dans cette partie, on peut avoir une ou deux situations problèmes avec des tâches à l'appui qui permettront aux candidats, n'est-ce pas, de montrer ou bien de prouver leurs compétences. Donc, le sujet vous a été présenté. Nous allons aussitôt commencer avec la résolution. Alors, première partie, évaluation des ressources. Exercice 1, vérification des savoirs. Définir travail d'une force. C'est quoi le travail d'une force? Le travail d'une force est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. D'une autre façon, c'est l'énergie apportée ou alors fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace d'un point A à un point B. Générateur électrique. Un générateur électrique est un dispositif qui fournit du courant électrique à partir d'une autre source. Voilà ce qu'est la définition du générateur électrique. 1.2. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème dit ceci. La variation de l'énergie cinétique entre deux instants donnés est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces agissant sur ce système entre ces deux instants. 1.3. Donner le principe de fonctionnement d'un alternateur. Alors, comment fonctionne un alternateur? Je vais un peu simuler le fonctionnement d'un alternateur. Nous avons répondu aux questions 1.1, 1.2. Nous sommes à la question 1.3. Un alternateur fonctionne sous le principe de l'induction électromagnétique. Ça veut dire que nous avons un aimant qui doit être mis en mouvement en face d'une bobine. Lorsqu'on approche ou qu'on éloigne ou qu'on tourne l'aimant en face de cette bobine, cela va donc créer une tension électrique aux bornes de la bobine, ce qui va donc faire dévier le galvanomètre. Cette tension électrique qui naît aux bornes de la bobine, encore appelée FEM, a pour cause la variation du flux magnétique ou bien du champ magnétique à travers la bobine. Alors, nous allons formuler maintenant le principe de fonctionnement d'un alternateur. Un alternateur fonctionne sous le principe de l'induction électromagnétique. En effet, le mouvement d'un aimant à proximité d'une bobine fait naître aux bornes de la bobine une tension électrique appelée FEM qui varie de manière alternative et dont la cause est la variation du champ magnétique à travers la bobine ou encore la variation du flux magnétique à travers la bobine. Point. Là, nous venons de donner le principe de fonctionnement d'un alternateur. 1.4. Donner la relation traduisant la loi de Faraday et expliciter ses thèmes. Très bien. Donner la relation traduisant la loi de Faraday et expliciter ses thèmes. Faraday nous dit ceci. La FEM E est égale à moins la dérivée du flux par rapport au temps.
E, c'est la femme qui prend naissance au bord de la bobine. Delta flux sur delta T, c'est la dérivée du flux par rapport au temps. Défi est la variation du flux, qui est une fonction du temps. Delta T, ici, c'est la durée de la variation du flux. Et c'est bon pour l'exercice 1. Nous passons à l'exercice 2. Application des savoirs. Première partie. Fusion de la glace. On va lire. On sort d'un congélateur une bouteille en plastique contenant 1 kg de glace à moins 10 degrés Celsius. Au bout de 3 heures, la bouteille contient de l'eau à 18 degrés Celsius. Déterminez la quantité de chaleur nécessaire à cette transformation. Nous avons la masse de la glace, 1 kg. On prend les données. La température initiale, moins 10 degrés. Au bout de 3 heures, on atteint une température de 18 degrés Celsius. On demande la quantité de chaleur nécessaire. Quantité de chaleur nécessaire à la transformation. Nous avons les données, la chaleur massique de l'eau, la chaleur latente de fusion de la glace et la chaleur massique de la glace. Que doit-il se passer lorsqu'on sort 1 kg de glace du congélateur à moins 10 degrés? Cette glace doit absorber de l'énergie en 3 phases. La première phase, ça absorbera de l'énergie pour passer de moins 10 degrés à 0 degré, qui est ici la température de fusion de la glace. À 0 degré maintenant, ça doit absorber de l'énergie pour fondre. Là, on aura un changement d'état sans variation de température. La température restera à 0 degré. Là, nous allons utiliser la quantité de chaleur Q égale à M fois L. Et troisièmement, une fois que la glace sera devenue liquide, elle va donc absorber une quantité de chaleur pour passer maintenant de 0 degré à 18 degrés, c'est-à-dire la température finale. Alors, on aura dans cette relation Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 sera égal à la masse de la glace fois la chaleur massique de la glace, facteur de θ final. Θ final, c'est 0 degré. Moins θ initial, qui est moins 10 degrés. Ça fera donc plus 10. Plus Q2. La masse ne varie pas. On aura toujours la masse de la glace ou bien la masse d'eau liquide. M fois LF, la chaleur latente de fusion de la glace. Plus M de la glace, qui est encore égal à M de l'eau devenue liquide, la glace devenue liquide, fois C de l'eau maintenant liquide, facteur de θ final qui est 18, moins θ initial qui vaut maintenant 0 degré. Voilà, ça c'est l'opération à effectuer pour obtenir le calcul final. Nous avons la masse de la glace qui vaut 1 kg fois la chaleur massique de la glace qui vaut 2,10 kJ. Là c'est donné en kJ. Or la chaleur massique se donne en joule. Donc on va multiplier par 10 exposant 3. 10 exposant 3, facteur de 0 plus 10, ça fait fois 10, plus mg, 1, fois la chaleur latente de fusion de la glace, qui vaut 335 kJ par kilogramme. Donc ici également, on va multiplier par 10 exposant 3.
plus 1 kg fois la chaleur massique de l'eau, 4,18 kJ, donc on fait fois 10 exposant 3 également, facteur de 18 moins 0, ça fait 18. Que nous donne le calcul final, ça nous donne 431 240 joules. 1 kJ, ça fera 431,24 kJ. Et c'est bon pour la première partie de cet exercice. Nous passons à la partie 2. Donc, nous continuons avec la partie 2 de l'exercice 2, application des savoirs. Un circuit est constitué par un générateur de FEM, E égale à 24 volts, un conducteur ohmique de résistance 20 ohms et un rhéostat RH, tous montés en série. Première question, faire le schéma de montage. Deuxième question, 2.2, donner le rôle du rhéostat. Troisième question, 2.3, le rhéostat étant réglé à 50 ohms, déterminer l'intensité du courant qui traverse le circuit. Voilà les 3 questions à répondre dans cette deuxième partie qui concerne le circuit électrique. Nous commençons avec la première question, faire le schéma du montage. Le schéma du montage doit comme ça prendre les éléments intervenant, n'est-ce pas, dans l'énoncé. Le générateur, le conducteur ohmique, le rhéostat, sans oublier, n'est-ce pas, un interrupteur. Ouais, je crois que là c'est suffisant. Là nous avons, pour la question 2.1, schéma du montage. Alors, nous avons besoin d'un générateur, comme ceci, plus, moins. Le générateur produit le courant électrique. On aura besoin d'un rhéostat. Ça, c'est le symbole du rhéostat. Voilà le symbole du rhéostat. Ensuite, nous pouvons placer notre conducteur ohmique, que voici. Et puis, nous terminons avec notre interrupteur qui doit permettre d'ouvrir et de fermer le circuit. Là, nous avons R, on met les caractéristiques. Ici, pour le générateur, on a E généralement et R. Ici, nous avons RH. C'est tout pour la première question. Le schéma du montage. 2.2. Donner le rôle du rhéostat. Le rhéostat permet de faire varier l'intensité du courant dans un circuit. Et c'est bon. Troisième question. Le rhéostat étant réglé à 50 ohms, donc je complète les données ici, RH est égal à 50 ohms. Déterminer l'intensité du courant qui traverse le circuit. Voilà la question. Le rhéostat étant réglé à 50 ohms, déterminons l'intensité du courant qui traverse le circuit. Nous avons ici un circuit simple, c'est-à-dire un circuit fermé. Donc nous pouvons directement appliquer la loi de Pouillet. D'après la loi de Pouillet, qu'est-ce qu'on aura? On aura I qui est égal à la somme des FEM moins la somme. Bon, je mets la relation générale. Somme des FEM moins la somme des FCEM, c'est-à-dire E', sur la somme des résistances. Bon, nous n'avons pas de force contre-électromotrice dans notre circuit. Donc nous allons prendre tout simplement E sur, oui, nous avons E, donc E sur petit r
plus grand R plus RH. Bon, à la lecture, nous n'avons pas R. Donc, ça veut dire que la résistance interne du générateur est négligeable. Et dans ce cas, nous pouvons dire que ceci implique que I est égal à E sur grand R plus RH. Application numérique. E vaut 24. 24 sur grand R, 20 plus 50. Le calcul nous donne 0,34. Donc, I vaut 0,34 ampères. Voilà pour la deuxième partie de l'exercice 2, application des savoirs. Et je pense que c'est bon. Donc, nous avons fini avec les deux premiers exercices. Nous allons prendre le dernier exercice de la partie A concernant l'évaluation des ressources. Exercice 3, utilisation des acquis. Nous allons continuer avec l'exercice 3, qui est le dernier exercice de la partie concernant l'évaluation des ressources. Utilisation des acquis. Nous commençons avec la première partie. Partie 1, pendule simple. On va lire. Un pendule simple est constitué par une boule assimilable à un point matériel, suspendue à un fil inextensible de masse négligeable, de longueur grand L égale à 100 mètres. On écarte le pendule de 60 degrés par rapport à la verticale de sa position de repos et on le lâche sans vitesse initiale. 1.1. Calculer la variation de l'énergie potentielle entre la position de départ et de repos. 1.2. Déterminer la vitesse de la boule au passage à la position de repos. Voilà les deux questions. Allons-y. Variation de l'énergie potentielle. Voilà. Nous allons rapidement représenter notre pendule et l'exploiter pour déterminer la variation de l'énergie potentielle entre la position de départ et de repos. Le pendule se présente. Donc ça, c'est la position de repos. On l'écarte et on lâche. Voilà notre pendule écarté d'un angle alpha qui est égal à 60 degrés. Donc le pendule a pour longueur L égale à 100 mètres et l'angle d'inclinaison vaut 60 degrés. Voilà les données. Lorsqu'on lâche, ça c'est la position de départ. Nous allons noter A. Et ici B. Entre ces deux positions, on a la dénivellation H que nous allons exploiter. Il s'agit encore de ceci. Alors, la variation de l'énergie potentielle delta EP, ce sera donc égal à EP final, c'est-à-dire EP au point B, moins EP au point A. Au point de repos, l'énergie potentielle est nulle, c'est-à-dire au point B. Dans ce cas, on aura donc EP au point B qui vaut 0, moins EP au point A. Tout ceci donne finalement moins M fois G fois H. Nous allons donc chercher à trouver H. Comment trouver H? Nous allons exploiter notre figure. Nous avons ici L. Prenons ici par exemple
H1. On se rend compte que L est donc égal à H1 plus H. Ceci veut dire que H est égal à L moins H1. Ce qui nous reste à faire, c'est de déterminer maintenant H1. Nous allons donc utiliser ce triangle rectangle. Cos alpha sera égal à côté adjacent sur hypoténuse. Ça veut dire que on aura H1 qui sera donc égal à L fois cosinus alpha. Donc, on aura cos alpha égale à H1 sur L. Ceci implique que H1 sera égal à L cos alpha. Nous venons donc remplacer dans cette expression. Et on trouve H égale à L. On aura L cosinus alpha. Ici, on peut mettre L en facteur. L facteur de 1 moins cos alpha. Voilà, et le tour est joué. On revient maintenant remplacer H dans cette expression. D'où delta EP allant de A à B. Donc on peut mettre ça. AB est égal à moins M fois G fois L facteur de 1 moins cos alpha. Application numérique à int. Nous avons besoin de la masse, mais nous n'avons pas la masse. Donc, de ce fait, nous allons nous arrêter ici. On n'a pas besoin de s'alarmer. Si on avait la masse, on devrait donc faire l'application numérique. Puisqu'on n'en a pas, on encadre notre expression littérale, finale, et on reste tranquille. Et on passe à la question suivante. Question 1-2. Vitesse de la boule au passage à la position de repos. À la position de repos, c'est-à-dire la vitesse de la boule lorsqu'elle passe en B. Nous allons appliquer rapidement le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Delta EC est donc égal au travail du poids plus le travail de la tension. Puisque là, la boule est soumise à son poids et à la tension T du fil. Le travail de la tension est nul, puisque T est perpendiculaire à la direction du déplacement. Il nous reste le travail du poids. Delta EC est donc égal à 1/2 de M fois VB au carré moins VA au carré. Ce qui vaut le travail du poids et moteur, ça descend, le point d'application descend. MG fois H. Alors nous avons déjà eu H ici. Le haut là, oui. Voici H. On va remplacer directement. L facteur de 1 moins cos alpha. Bon, quelle autre considération doit-on faire? On lâche sans vitesse initiale. On écarte le pendule de 60 degrés par rapport à la verticale de sa position de repos et on le lâche sans vitesse initiale. Donc, au point A, la vitesse est nulle. Et l'énergie cinétique, par conséquent, aussi est nulle. Donc, VA est égal à 0. Ici. Je mets comme ça pour que ça se voie. Les M peuvent se simplifier. Et on aura donc VB égale à 2 fois G L facteur de 1 moins cos alpha, tout ceci dans la racine. À ce niveau, nous pouvons faire l'application numérique. Nous avons L, nous avons alpha, G, nous pouvons prendre 9,8 ou bien 10 puisque ça n'a pas été donné.
Bon, le calcul effectué nous donne 31,3 mètres par seconde. Là, c'est le calcul effectué avec G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc voilà pour la première partie de l'exercice 3, utilisation des acquis. Nous avons fini avec les deux premières questions. Bref, avec les questions de cette première partie. Partie 2, moteur et accumulateur. Alors, on va lire ensemble. Il est toujours important, face à un exercice, de pouvoir lire entièrement avant de commencer à traiter. Un moteur électrique est alimenté par un accumulateur de force électromotrice E égale à 12 volts et de résistance négligeable. Le moteur possède les caractéristiques suivantes. Résistance interne R'2 ohm. Puissance absorbée à vide P égale à 7,2 watts. Déterminer la force contre-électromotrice du moteur dans cette condition. Ça, c'est la question de 1. De 2. Établir le bilan de puissance du moteur tournant à vide. Alors, on prend rapidement les données. Le moteur a pour FEM 12 volts. Résistance interne 2 ohms. La puissance absorbée à vide, c'est 7,2 watts. De 1, on demande de déterminer la force contre-électromotrice. Alors, que vaut la force contre-électromotrice du moteur dans cette condition? Donc, nous voulons déterminer ici E'. Puisque là, c'est la FEM de l'accumulateur. Ça, c'est la résistance interne du moteur. Et nous avons sa force contre-électromotrice. Ça, c'est la puissance absorbée à vide par le moteur. Nous pouvons donc exploiter cette puissance pour déterminer E'. Que vaut la puissance absorbée par un moteur? La puissance absorbée par un moteur, c'est égal à la puissance mécanique plus la puissance dissipée par effet Joule. C'est-à-dire que la puissance électrique, si absorbée, est égale à la puissance mécanique plus la puissance dissipée par effet Joule. La puissance mécanique, c'est E' fois I. Et puis la puissance dissipée par effet Joule, c'est R' fois I au carré. Là, nous avons E', mais nous ne connaissons pas I. Que vaut I? Nous sommes dans un circuit qui contient le moteur et l'accumulateur. Donc, si on simule, on aura ici notre batterie d'accumulateur et nous aurons le moteur. Ici, on a E. Et là, nous avons E', R'. Que vaut donc I? L'accumulateur génère le courant. I sera donc égal à E moins E'. Le tout sur R'. Il suffira maintenant de remplacer I dans cette relation, de développer et de tirer E'. Nous aurons P égale à E' facteur de E moins E' sur R'. Ensuite, plus PJ qui est R' facteur de E moins E' sur R', tout ceci au carré. Là, nous aurons E' fois E moins E' au carré, le tout sur R' plus R' facteur
de E au carré moins 2 au carré A moins B au carré égale à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc moins 2 E prime plus E prime au carré. Tout ceci sur R prime au carré. Là, le carré et ceci se simplifie. Là, ils sont maintenant réduits au même dénominateur. On peut tout simplement effectuer la somme des numérateurs. On obtient E' moins E' au carré plus E au carré moins 2E E' plus E' au carré, tout ceci sur R'. Bon, nous avons E' au carré moins E' au carré plus E' au carré qui vont se simplifier. Ici, nous avons E' et moins 2 E'. Il va donc rester moins E'. Donc, on a ici E au carré moins E'. Tout ceci sur R'. Ça, c'est P ici. Donc, produit des moyens égale à produit des extrêmes. Donc là, 1. Cela fera E au carré moins E' fois E égale à P fois R'. On isole donc E'. Ou alors on fait traverser de l'autre côté. Et puis ceci vient par ici. On aura donc E carré moins P fois R' égale à E'. Ce qui nous permet donc maintenant de tirer E'. E' est donc égal à tout ceci, ce membre, divisé par E. E au carré moins P R' sur E. On encadre jalousement et on passe à l'application numérique. E', nous avons E qui est donné 12 au carré moins P 7,2 fois R', 2, tout cela sur E, c'est-à-dire sur 12, que nous donne le calcul. Donc E' est égal à 10,8 val. Et c'est tout. Bon, nous avons terminé avec la première question. Nous allons passer à la question 2.2. Bilan de puissance du moteur tournant à vide. Pour le bilan de puissance, nous en avons fait allusion quelque part ici. P électrique absorbé est égal à Pm plus P dissipé par effet Joule. Donc là, P électrique c'est U fois I. P mécanique c'est E' fois I. P dissipé par effet Joule c'est R' fois I au carré. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne reste plus qu'à déterminer I qui vaut E moins E' sur R'. E c'est 12 moins E' qui était calculé précédemment, 10,8 sur R', 2. Ici, ça nous donne 0,6 ampères. On peut donc faire les différents calculs. Donc, la puissance électrique est encore égale à UI. Il s'agit de cette puissance absorbée qui vaut 7,2 watts. La puissance mécanique qui vaut E' fois I
E', c'est-à-dire 10,8 fois 0,6. Donc, PM me donne 6,48. Et puis, P dissipé par effet Joule, qui est R' fois I au carré, c'est-à-dire 2 fois 0,6 au carré. Le calcul effectué donne 0,72 watts. Ici également watts. Et c'est terminé pour cet exercice 3 de la première partie concernant l'évaluation des ressources. Nous allons dans la suite aborder l'évaluation des compétences. Nous avons un exercice sur l'optique géométrique. Alors, nous sommes maintenant à l'évaluation des compétences. Nous allons rapidement lire. Vous avez en face de vous l'énoncé. Bobo voit flou les objets situés à moins de 5 mètres, mais très bien à distance. En essayant les verres correcteurs de contact de son frère, il constate qu'il ne voit pas les objets situés à 25 cm. Document caractéristique des verres correcteurs de contact de son frère. Vous avez, n'est-ce pas, le document. Il s'agit d'un graphe qui donne Y en fonction de X. Y qui est égal à 1 sur OA' et X qui est égal à 1 sur OA. L'inverse de la position de l'objet. Et 1 sur OA', l'inverse de la position de l'image. En exploitant les informations ci-dessus, modéliser graphiquement le fonctionnement de l'œil de Bobo. Donc nous avons dans cette évaluation des compétences une situation problème et on a deux tâches. La première tâche, c'est modéliser graphiquement le fonctionnement de l'œil de Bobo. Et puis, deuxièmement, expliquer le phénomène observé après avoir essayé les verres correcteurs de contact de son frère. Alors, nous allons commencer avec la première tâche. Voilà, modélisation graphique du fonctionnement de l'œil de Bobo. Avant de modéliser l'œil de Bobo, il nous faut connaître de quel mal Bobo souffre. Si nous connaissons de quel mal Bobo souffre, on pourra donc connaître les caractéristiques de l'œil de Bobo. Et de ce fait, on pourra comme ça modéliser graphiquement cet œil. Donc voilà la réflexion, l'organisation des idées concernant cette première tâche. Donc, premièrement, nous allons essayer de chercher le défaut de vision. Quel est le défaut de vision dont souffre Bobo? On va relire ensemble et on va trouver les éléments de réponse dans l'énoncé. Bobo voit flou les objets situés à moins de 5 mètres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Bobo voit flou les objets rapprochés. Il voit flou les objets rapprochés. Mais les objets éloignés sont vus nettement. Il ne voit pas les objets situés à 25 cm quand il essaie les verres correcteurs de contact de son frère, étant donné que 25 cm est aussi toujours inférieur à 5 mètres. La question maintenant que vous deviez vous poser, c'est quel est le défaut de vision pour lequel le concerné voit des objets rapprochés flous et les objets éloignés nettement. Il s'agit bien sûr de l'hypermétropie. Donc Bobo souffre de l'hypermétropie. S'il voyait plutôt les objets éloignés flous et les objets rapprochés nettement, cela devrait être la myopie. On épargne la presbytie parce que la presbytie, c'est un défaut naturel qui survient avec l'âge. Mais dans le document, on ne fait intervenir la notion d'âge avancé quelque part, ou bien de personnes âgées, d'où le défaut doit être entre la myopie et l'hypermétropie. Donc, Bobo voit flou
les objets rapprochés. Je vois flou les objets rapprochés. Et nettement les objets éloignés. Donc, il souffre d'hypermétropie. Il souffre d'hypermétropie. De ce fait, l'image d'un objet situé à l'infini se forme en arrière de la rétine. Car la distance cristallin-rétine est plus courte que celle d'un œil normal. Ça, c'est de prime abord. Une fois que nous avons déduit le défaut de l'œil muni, n'est-ce pas, des caractéristiques, on peut maintenant modéliser l'œil sans problème. Donc, on va faire une modélisation simple. Là, nous avons le cristallin. Nous avons là le diaphragme. Ici, nous avons la rétine, qui joue le rôle d'écran. Nous avons le PP qui est placé quelque part ici, à 5 mètres. Donc, voilà à peu près la modélisation. L'image d'un objet situé à l'infini va se former quelque part en arrière. Donc, on représente quelques rayons. Lorsque ces rayons-là arrivent, ils vont converger vers ce point situé en arrière de la rétine. Il voit flou. Les objets ici la vision est nette et avant le PP, la vision est floue. Ici, nous avons notre axe optique. Donc voilà, nous venons de modéliser l'œil de Bobo. Bobo souffre d'une hypermétropie. Et c'est tout pour la première tâche. Nous passons à la deuxième tâche. Alors, comment répondre à la tâche numéro 2?
expliquer le phénomène observé après avoir essayé les verres correcteurs de contact de son frère. Lorsqu'il met les verres correcteurs de contact de son frère, il ne voit pas les objets situés à 25 cm. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, sûrement, l'image de l'objet situé à 25 cm là, doit être inférieure à son PP. Doit être inférieure à son PP. C'est-à-dire ça doit être contenu entre le centre optique du cristallin et le PP. Et c'est ce qu'on doit vérifier ici. On doit déterminer la position de l'image d'un objet situé à 25 cm. Si cette position est inférieure à 5 mètres, alors Bobo ne verra exactement pas un objet qui est situé à 25 cm. Et vous savez, pour calculer la position d'un objet, on a besoin de la distance focale de la lentille et de la position de l'objet. Là, ça nous permettra d'appliquer la formule de conjugaison afin de déterminer la position de l'image OA'. Nous allons donc exploiter le graphique. Graphiquement, donc tâche numéro 2, explication. On va commencer par déterminer la distance focale du verre. Graphiquement, nous avons Y, 1 sur OA', qui ici est égal à 1 sur OF', qui vaut 10. Ça, c'est graphiquement. Car on sait que 1 sur OA' moins 1 sur OA vaut 1 sur OF'. Or, à l'origine, on a 1 sur OA qui vaut 0. C'est la raison pour laquelle nous avons donc 1 sur OA' égale à 1 sur OF'. Cela nous permet donc de tirer OF'. OF' est égal à 1 sur 10, ce qui me donne 0,1 mètre, soit que OF' est égal à 10 cm. Ça, c'est de prime abord. Et si vous voulez exploiter cette relation avec les grandeurs X et Y, ça veut dire que on aura plutôt, ici c'est 1 sur A' c'est Y, donc ça veut dire qu'on aura Y moins X égale à 1 sur OF' qui est C. Donc, cette relation est encore égale à celle-ci. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, nous allons déterminer la position de l'image d'un objet observé par Bobo à travers les verres correcteurs. Donc, position de l'image d'un objet situé à 25 cm. Nous allons rapidement appliquer la formule de conjugaison. Donc, la position ici est contenue dans 1 sur OA', qui est Y. Donc, nous allons rapidement utiliser cette deuxième formule. Y moins X est égal à C. Cela implique que Y est égal à C plus X. Soit encore C plus 1 sur OA'. C ici, c'est 10. Donc ici, c'est encore égal à C. Puisque C, c'est 1 sur OF'. Il ne faut pas perdre de vue cela. On peut faire le calcul. On fait le calcul de Y et après on en déduit. Ici, c'est X, c'est OA'. Voilà. Donc, on calcule Y et après on en déduit on en déduit OA'. Y est donc égal à 10 plus 1 sur OA, c'est moins 25 cm qui vaut
moins 0,25 mètres. Alors, ça nous donnera 1 sur 0,25, c'est 4. Ça fera donc 10 moins 4. Ce qui donne 6 mètres. On en déduit maintenant OA'. Y, c'est 1 sur OA', qui est égal à 6 mètres. Donc, OA' est égal à 1 sur 6. Ce qui vaut, le calcul, ce qui donne 0,166 mètres, soit OA' égale à, on peut mettre sensiblement 17 cm. Pour la conclusion, on se rend bel et bien que la position de l'image est inférieure à 5 cm. Cela prouve exactement que Bobo ne peut pas voir des objets situés à 25 cm. Ça, c'est la conclusion et c'est terminé pour le sujet. Donc, OA', qui vaut 17 cm, est inférieur à 5 mètres. Do ne pourra donc pas exactement c'est tout pour la deuxième et dernière tâche. Nous avons donc terminé avec l'épreuve 0 et vous avez vu comment nous avons pu travailler tout au long du sujet. Je ne vais pas quitter cette vidéo sans vous souhaiter comme ça un bel apprentissage et beaucoup de chance pour votre réussite. Au revoir.